16e épisode de BioM, l'émission du SDB créée pour les biologistes médicaux libéraux et pour tous ceux qui s'intéressent à la biologie médicale. Bonjour à tous. Nous aurons deux séquences. Le focus d'abord, consacré à la biologie moléculaire. Le docteur Nicolas Degan, biologiste médical au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, fait un retour d'expérience sur le panel Biofir Pneumonia Plus. Le grand entretien ensuite, qui est aujourd'hui exceptionnel. Nous allons faire un point complet avec le docteur François Blanchecotte sur le conflit entre la profession et les tutelles, ministère et assurance maladie. Tout de suite, le focus. Docteur Nicolas Degan, vous êtes médecin biologiste au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins. Vous allez aujourd'hui nous partager de votre expérience en biologie moléculaire, plus particulièrement votre utilisation du panel Biofir Pneumonia Plus. Première question, quelle est la place de la biologie moléculaire dans votre laboratoire de microbiologie? Dans notre laboratoire, c'est un outil de première ligne, au même titre que les techniques conventionnelles. D'ailleurs, les deux approches sont complémentaires. On a donc vu ces 20 dernières années une augmentation des technologies avec des techniques de plus en plus automatisées, de la biologie moléculaire en PCR temps réel avec des systèmes fermés qui permettent de s'affranchir des contraintes de locaux ou de personnels qui sont hyper spécialisés. Donc, on a aussi eu le contre-coup de la pandémie avec une augmentation de notre parc d'automates pour pouvoir adapter à notre stratégie de dépistage. Mais cependant, le panel BioFire et la technologie Biomérieux, de ce point de vue-là, étaient déjà intégrés dans notre fonctionnement de routine depuis 2017, avec le panel neuroménager, respiratoire bas, respiratoire haut, pardon, et puis donc sepsis et gastro-intestinal. Quelles étaient vos motivations pour intégrer le panel Biofir Pneumonia Plus dans votre laboratoire? Alors, le panel Pneumonia Plus, c'est un panel qui vise au diagnostic syndromique des infections respiratoires basses. Donc, il comprend des cibles bactériennes à visée communautaire, notamment les cibles pour le pneumocoque, l'hémophilus. On a également des bactéries intracellulaires comme Legionella pneumophila, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. On a également des virus comme le virus de la grippe et d'autres virus saisonniers. Mais le plus important pour nous, ce qui nous a interpellés en premier lieu, c'est les cibles qui sont à visée nosocomiale, comme la présence de cibles pour Pseudomonas aeruginosa, les enterobactéries, le staphylocoque doré. On a des gènes de résistance, qui est quelque chose d'assez original. On a également une quantification des cibles bactériennes. Donc tout ça nous a permis de l'envisager pour l'entité clinique qui est la pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. Donc c'est des problématiques fréquentes en réanimation chez les patients intubés qui sont donc lourdes de conséquences en termes de morbi-mortalité. Il faut aller très vite dans la documentation et dans l'adaptation d'antibiothérapie. Avec les techniques conventionnelles, on met 48 à 72 heures pour arriver à une documentation et à des antibiogrammes. Avec cette approche-là, on entrevoit la possibilité de pouvoir adapter en moins d'une heure, donc ce qui est quand même assez révolutionnaire. Donc c'est en premier lieu ce choix-là, même si l'approche communautaire via le diagnostic de pneumonie aiguë grave comme la légionellose est quand même d'intérêt pour nous. Quel positionnement avez-vous choisi pour ce panel au sein de votre établissement? Alors pour ce panel, on a justement donc voulu le privilégier pour cette problématique des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, donc le service de réanimation. Donc on a besoin de pouvoir documenter rapidement, adapter précocement l'antibiothérapie. On garde quand même une activité de diagnostic syndromique d'infection respiratoire basse. Notamment, c'est le cas pour les légionelloses dont on parlait tout à l'heure, qui sont sous-diagnostiquées par les antigènes solubles urinaires quand c'est des sérogroupe non 1 de Legionella pneumophila. La seule contrainte qu'on a dans le communautaire, c'est que pour cette problématique-là, on n'a souvent pas le prélèvement aux urgences. On reste sur des critères qui sont souvent cliniques et radiologiques, ou alors avec les antigènes solubles. Concernant la rapidité de rendu des résultats aux cliniciens, quelle organisation avez-vous mis en place? Alors, pour garder ce bénéfice du temps d'analyse qui est court, on a la chance d'avoir un service de réanimation qui est proche du laboratoire. On a moins d'une heure pour obtenir les LDA des patients donc, qui sont suspects de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. Dans l'heure qui suit au laboratoire, on essaye de les prendre en charge en priorité, ce qui fait qu'en tout, avec le temps d'analyse, on arrive à un rendu de résultat en moins de 3 heures. Donc, ce qui permet donc de transmettre le résultat par téléphone, pouvoir donc rendre le résultat sur le serveur, pouvoir mettre en place l'antibiothérapie. Donc, cette organisation-là, donc, elle est complétée par des contacts quotidiens avec les réanimateurs pour discuter des antibiothérapies. On a également une RCP avec les réanimateurs et les infectiologues toutes les semaines. Et on a, au-delà de ça, pu former les réanimateurs à l'interprétation du résultat
notamment sur l'aspect quantitatif, semi-quantitatif des cibles bactériennes, pouvoir comprendre la signification des copies par ml. On a également formé les réanimateurs au piège du panel parce qu'il y a des espèces manquantes et c'est important qu'ils les connaissent également. Concernant ces RCP, quel est le rôle du biologiste exactement? Alors, le rôle du biologiste, c'est pas nouveau, c'est pas depuis le panel Pneumonia Plus, c'est une histoire ancienne et le microbiologiste a un rôle dans la RCP au même titre que l'infectiologue, que le pharmacien ou l'hygiéniste aussi, parce que le regard du microbiologiste n'est pas le regard de l'infectiologue. On a des données qui sont propres à notre activité, que ce soit les données microscopiques, les données en finesse de l'antibiorésistance basées sur la lecture des antibiogrammes, que n'aura pas l'infectiologue. À l'inverse, l'infectiologue a des regards plus cliniques ou sur les problématiques de posologie à adapter. Et donc, les deux approches sont complémentaires. Quels sont les bénéfices et les limites de cette technique de PCR multiplex rapide BioFIR? Alors, le bénéfice, comme on l'a vu, c'est pouvoir adapter précocement donc, l'antibiothérapie, donc via une documentation précoce, ce qui n'est pas le cas quand on fait la technique conventionnelle, puisqu'il faut 48 à 72 heures le temps de cultiver, de faire l'antibiogramme. Donc, dans ce sens-là, on peut être vraiment gagner beaucoup de temps. Et on verra que c'est un bon usage aussi pour l'antibiotique, bon usage des antibiotiques. On a également en fait l'avantage technique de la facilité de réalisation pour nos techniciens. On a un temps d'analyse très court, donc d'1 heure. On a un paramètre très important dans les laboratoires pour ce type d'automates, c'est le taux de non-valide qui est très faible. On a moins de 20% de non-valide, ce qui n'est pas le cas de tous les systèmes de biologie moléculaire et de systèmes multiplex. Dans les limites du test, je verrai les limites liées au panel, c'est-à-dire on a des bactéries manquantes, on en a parlé tout à l'heure. Je vois en premier lieu Stenotrophomonas maltophilia, qui est un pathogène impliqué dans les problématiques de PAVM, donc en réanimation, qui peut être dépendant quand même de l'écologie microbienne locale de la réanimation. À Antibes, on n'a pas trop cette problématique-là, mais je sais que d'autres réanimations sont confrontées à ça. On a également aussi un autre problème qui est lié à l'impossibilité de prédire en cas de Pseudomonas aeruginosa, de prédire la sensibilité finale de la bactérie, puisqu'on peut mettre en place un traitement probabiliste, mais on n'aura pas la certitude que la souche sera au final sensible. Et là, on en revient également à intégrer ça dans un contexte plus global de connaissance de l'écologie microbienne locale, bien connaître la sensibilité par type de bactéries au sein de notre institution. C'est le cas aussi en Antibes, on a la chance d'avoir très peu de résistance, mais je sais qu'il y a des réanimations partout en France qui sont confrontés avec des clones hyper résistants de Pseudomonas, par exemple. Dans la lutte contre l'antibiorésistance, selon vous, quelle est la place de la solution BioFIR Pneumonia Panel Plus? Alors, comme c'est un outil rapide, on peut aller plus vite que les techniques conventionnelles pour documenter et adapter l'antibiothérapie. Alors, notamment, donc adapter, ça veut dire que si on a des bactéries sensibles et qu'on a un spectre étroit initialement, on peut garder ce spectre étroit et éviter d'aller dans l'escalade thérapeutique ou à des spectres plus larges sans raison justifiée. À l'inverse, en fait, si on a des bactéries détectées comme plus résistantes ou qui nécessitent un traitement spécifique, c'est le cas de Pseudomonas aeruginosa, par exemple, ou quand on détecte des gènes de résistance, BLSE ou carbapénémase, ça implique d'élargir le spectre. Donc, on est obligé de s'adapter à viser donc l'antibio-résistance et de bon usage des antibiotiques. Donc, le fait de garder des spectres étroits beaucoup plus précocement en fait, que le temps d'avoir les résultats de culture, c'est un gain de temps. On a également aussi, à l'extrême, possibilité d'arrêter l'antibiothérapie. Alors, sous réserve de précaution, on peut éventuellement discuter donc un cas de panel qui serait négatif ou de panel où on détecte des virus, sous réserve bien sûr de connaître les pièges de la technique. Et là, je pense qu'il est quand même raisonnable de se dire qu'il faut avoir gardé en tête quand même les pièges et garder le résultat de l'examen direct, notamment coloration de grammes, avant de conclure qu'il ne s'agit pas d'une PAVM. Donc, c'est important déjà de garder les critères clinico-radiologiques pour le diagnostic de PAVM. L'outil, on ne le voit pas comme un outil de diagnostic, mais plutôt de documentation et d'adaptation précoce, et bien connaître en fait les limites de la technique. Enfin, dernière question, docteur, quelles sont les perspectives d'avenir que vous voyez pour ce panel? Moi, ce panel, en fait, il faut l'intégrer aussi dans une euh, possible coopération entre les industriels et les microbiologistes pour l'améliorer. Je pense que c'est bien d'avoir l'expérience des microbiologistes utilisateurs. On peut notamment penser à ajouter des cibles qui ne sont pas encore présentes, comme par exemple Pneumocystis jirovecii, qui est un pathogène qui nécessite une quantification
pour pouvoir connaître la signification clinique. Donc, au-delà de ça, on peut aussi imaginer des cibles qui seraient liées à des gènes de virulence. Ce n'est pas le cas actuellement. On peut penser au gène de la leucocidine de Pentron-Valentine, le gène de la PVL, qui permettrait de documenter de manière assez précoce des pneumonies nécrosantes à stade doré. Donc, au-delà de ces panels, il faudrait aussi donc pouvoir avoir des outils de paramètres analytiques. Je pense que c'est bien qu'on puisse avoir accès aux paramètres analytiques comme le CT ou les pics de fusion pour aller vers plus de signification clinique dans ces panels. Et après, en conclusion pour ce panel, je pense il intéressera probablement les biologistes privés ou publics qui travaillent avec des réanimations au sein de leurs établissements, parce que d'ores et déjà, beaucoup de réanimateurs sont familiers avec l'outil, se le sont appropriés et l'utilisent pour adapter précocement les antibiothérapies de leurs patients intubés ventilés. Merci, docteur Degand, pour ce partage d'expérience. Si des confrères biologistes veulent entrer en contact avec vous pour aller plus loin, ils peuvent vous écrire à l'adresse mail mentionnée en description de la vidéo. De même, si vous souhaitez des précisions de la part de Biomérieux, vous pouvez contacter Martina Natova, dont les coordonnées figurent également en description de cet épisode. Nous allons maintenant aborder le grand entretien. Il s'agit aujourd'hui d'un grand entretien particulier. Nous enregistrons cette vidéo le 27 octobre, le premier jour de la grève du SIDEP par les biologistes médicaux. Nous avons donc décidé de faire un point complet sur la situation avec François Blanchecotte. Bonjour François. Bonjour. François, pouvez-vous nous rappeler simplement déjà les éléments du conflit avec le ministère et l'assurance maladie, qu'on s'y retrouve un petit peu? Écoutez, le conflit a été déclenché par un article 27 dans le PLFSS. Cet article comporte à la fois plusieurs éléments. Un élément de contrainte budgétaire de 250 millions d'euros à rendre sur l'année 2023. Une contrainte aussi de la manière dont on le rend, c'est-à-dire que c'est une baisse de nos actes sur la biologie courante et non pas sur l'activité Covid que nous avons pratiquée depuis 3 ans, qui est une activité supplémentaire de notre exercice. Et puis d'autre part, dans un article 99 qui nous contraint à négocier avec l'assurance maladie avant le 1er février 2023. Sinon, c'est le gouvernement, le ministère de la Santé et de la Prévention qui prendra par un arrêté de baisse de nomenclature de 2 centimes sur l'ensemble de nos actes pour l'année 2023. Une petite précision concernant la contrainte financière. Vous avez parlé de la contrainte sur 2023, mais je crois qu'ils ont programmé aussi l'équivalent sur les années suivantes, c'est ça? Alors, c'est justement une vraie question parce qu'aujourd'hui, le ministre de la Santé et de la Prévention ainsi que le ministre des Comptes publics nous ont répondu par courrier que ces 250 millions d'euros concernaient l'année 2023. Or, dans Charges et produits, le rapport qui a été produit par la Caisse nationale d'assurance maladie au mois de juin 2022, il est bien question de 180 millions d'euros, 3 années de suite, avec une baisse de 1 centime par an pendant 3 ans. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un éclaircissement qu'on doit obtenir sur que doit le secteur de la biologie, sur quelle durée et quelles seront les années 23, 24 et 25. Et donc c'est très important. Aujourd'hui, on n'a pas une réponse extrêmement précise, si ce n'est la lettre du ministre ou des ministres qui nous indique que pour l'instant, les 250 millions d'euros concernent uniquement l'année 2023. Face à cette situation, on a vu que la réaction de la profession se faisait à travers l'Alliance de la biologie médicale. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi le SD-Bio en fait partie? Alors, le syndicat des biologistes a évidemment rejoint cette alliance, comme les autres syndicats. Nous avons une alliance qui s'est faite au sein d'une association qui s'est créée, qui s'appelle l'Association pour le progrès de la biologie médicale, qui regroupait 6 grands groupes français. Ensuite, il y avait un autre groupe qui s'appelle les laboratoires de biologie indépendants, qui nous ont rejoints dans les actions communes. Aujourd'hui, avec l'ensemble de ces acteurs, nous formons l'Alliance de la biologie médicale, c'est-à-dire que nous essayons, au travers de réunions très constructives, très fréquentes, de nous mettre d'accord sur l'ensemble des actions, de façon à ce qu'on dégage à l'unanimité les actions qui sont entreprises. Justement, concernant ces actions, où en sommes-nous? Quelles sont les premières actions qui ont été initiées? Alors, la première des actions qui a été initiée, c'était la semaine dernière. Nous avions une réunion avec la DGOS et la CNAM sur le Ségur du numérique.
En fait, c'était l'exposé de où nous en étions, ce que nous continuions à faire et surtout comment nous allions participer de façon efficace pour structurer nos bases de données, changer effectivement le logiciel d'informatique de laboratoire de façon à abonder à la fois le DMP, travailler avec la messagerie sécurisée de santé et aborder aussi les données, en tout cas abonder les données dans l'espace santé de chaque patient français. Donc nous avons décidé d'y mettre un terme. Pour l'instant, nous boycottons toutes ces réunions. Nous avons mis un coup d'arrêt à notre travail effectivement en commun, alors que c'est un travail qui nous passionne. Je pense que les biologistes sont extrêmement intéressés par l'avenir du numérique et en tout cas son évolution. Mais malheureusement, ça fait partie de la première décision que nous avons prise. La seconde est celle qui commence aujourd'hui, qui va durer un certain nombre de jours, dans lequel nous avons décidé de ne pas mettre les résultats de la Covid, de tous les patients qui viennent dans nos laboratoires, dans le système SI-DEP, ce système qu'on a tous contribué à construire, dans lequel nous y avons passé beaucoup de temps, beaucoup de mise au point informatique, et je peux vous dire qu'au bout de ces 3 ans, nous avons un système relativement efficace, abouti, qui sert à transmettre l'ensemble des résultats, des variants, aussi du séquençage, qui permettent en tout cas à Santé publique France et à la CNAM d'avoir une idée de la contamination tous les jours des variants et des nouveaux virus de la Covid qui arrivent sur le territoire. Vous pensez que cette action-là est vraiment gênante pour le pilotage du ministère? Écoutez, vu les réactions, en tout cas l'amplification qu'il y a dans la presse, vu le sujet qui intéresse bon nombre de journalistes, vu les nombreuses interviews que nous avons fait et vu la lettre des ministres que nous avons reçue ce midi, qui nous appelle à la responsabilité pour ne pas continuer cette action, je pense que effectivement, ça a un caractère gênant. En tout cas, aujourd'hui, l'ensemble des patients français ne sont pas pénalisés, ils ne sont pas pris en otage. Nous avons simplement, nous rendons les résultats aux patients. Comme ils ne sont pas sur SI-DEP, ils sont effectués effectivement sans rémunération de l'assurance maladie. Mais globalement, c'est simplement de rendre aveugle effectivement pour tous les services que nous rendons pendant ces quelques jours pour bien montrer que les biologistes ont un rôle essentiel dans la surveillance de cette épidémie. L'Alliance, au sein de l'Alliance, vous discutez d'autres actions potentielles si rien ne bouge toujours? Écoutez, nous sommes dans un terrain politique. Vous avez vu que tout un chacun, Madame Elisabeth Borne, la Première ministre, a pris la décision du 49.3 sur le budget. Et donc, ça veut dire que l'article 27 ne sera pas examiné à l'Assemblée nationale. Les amendements qui ont été déposés n'auront pas de prise en compte. J'ai pas senti, en tout cas, du côté du gouvernement, de la rapporteure, des différents ministres, que la position bougeait. Donc on est toujours sur cette baisse de 2 centimes du B pour l'année 2023. Maintenant, évidemment, la balle est du côté du Sénat. Nous avons fait le choix particulier, après l'audition que nous avons eue mardi après-midi au Sénat, de déposer un seul unique amendement, qui est notre proposition à tous, commune, dans lequel nous nous sommes rassemblés. Et donc c'est cette proposition qui sera portée au Sénat lors des débats du PLFSS. Après, on verra évidemment ce qu'en sort la petite loi, comment les choses vont entamer les discussions. En tout cas, l'audition avec la rapporteure a déjà eu lieu et nous sommes tous exprimés d'une seule voix. Nous étions présents, pour la plupart d'entre nous, autour de la rapporteure. Concernant le Sénat, on sait que dans le système actuel, les modifications que le Sénat peut faire sur le texte ne vont pas forcément rester dans la version définitive, puisque c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Du coup, la mobilisation autour du Sénat, quelle est son utilité? Il y a une utilité peut-être politique et une utilité aussi médiatique. Je ne sais pas, quelle est la démarche autour du Sénat? Non, la démarche est comme on l'a eu s'il y avait eu une discussion sur l'article 27 à l'Assemblée nationale. Je pense que notre démarche est cohérente. Nous n'avons pas eu de refus de notre part de rendre, en tout cas de collaborer et de prévoir comment on pouvait rendre ces 250 millions d'euros d'une certaine manière. Enfin, rendre est peut-être pas forcément le bon mot, mais en tout cas abonder le fait que l'augmentation et la génération de chiffre d'affaires qui était due à la Covid pouvait donner lieu à un reversement de la part de notre secteur d'activité. Donc ça, on n'était pas opposés. La question aujourd'hui, c'est que il y a quelque chose au fond qui peut être assez dogmatique, dans lequel on demande à particulier de baisser l'ensemble des actes. C'est-à-dire qu'on est quelque chose qui revient à dire que toutes
les augmentations que nous avons eues, même si elles sont très faibles pendant les dernières années, nous revenons à un chiffre de biologie courante qui correspond aux années environ 2014, donc il y a plus de 8 ou 9 ans. Donc c'est ça qui aujourd'hui nous heurte profondément. C'est que ça va mettre évidemment en difficulté les laboratoires. Tout le monde, les labos n'ont pas fait de la Covid, tout le monde ne l'a pas fait à la même hauteur. Il y a d'autre part des déserts médicaux, il y a des endroits où il n'y a plus de médecins prescripteurs. Nous maintenons certains sites à bout de bras pour que les patients puissent avoir quand même un laboratoire de proximité, même si on est critiqué par là. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, ce maillage, effectivement, a une véritable difficulté. Et donc, aujourd'hui, que ça soit par exemple, pour tous les frais de l'inflation, pour les augmentations nécessaires de nos salariés dont on n'a rien eu dans le Ségur. D'autre part, les frais de transport, d'essence et tout. Il faut quand même se rappeler, même de protection, de cybersécurité au niveau des laboratoires, nous n'avons jamais eu d'aide. On fait ça avec notre budget. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui va être mis en péril, absolument. Vous avez l'expérience des bras de fer avec le gouvernement et l'assurance maladie en tant que président de syndicat. Donc ça, vous avez vraiment cette vision-là. Quelles sont, d'après vous, les marges de manœuvre qu'il y a aujourd'hui? Écoutez, c'est la première fois qu'on a quand même ce diktat avec non seulement les conditions de paiement, le délai, la période. C'est la première fois qu'on se trouve confronté depuis 9 ans. Je crois que des fois, on avait effectivement des mésententes. Quelquefois, on a fait grève aussi pour des raisons X ou Y, effectivement, mais dans lequel nous avions en tout cas un fondement de notre action. Là, aujourd'hui, on a deux éléments qui agissent contre nous. C'est le fait qu'à un moment donné, cette crise Covid a permis de générer effectivement du chiffre d'affaires. Et je rappelle quand même pour mémoire que nous avions plusieurs fois souhaité que l'on ait des maîtrises, en tout cas, des gens qui venaient dans nos laboratoires. Vous vous rappelez, à un moment donné, la télévision, on passait énormément de laboratoires avec des files d'attente qui duraient 3 heures, 4 heures, et donc on avait effectivement, on a dû absorber en fait toutes les demandes des Français. Et donc ça, c'est un enjeu dans lequel on a répondu présent avec les moyens qu'on a mis, mais globalement, aujourd'hui, de vouloir détruire la biologie courante, de dire finalement, bah écoutez, vous avez tellement de marge que maintenant on va s'attaquer à la biologie pour que vous reveniez à des marges beaucoup plus basses. Je crois qu'on n'est pas dans un secteur industriel. Aujourd'hui, nos entreprises ne peuvent pas vivre avec 5% de marge, et donc ça, ce n'est pas raisonnable de le faire. Et donc c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui de façon très claire. Alors demain, est-ce que sera poussé à fermer nos laboratoires? C'est ce que nous envisageons très clairement. Aujourd'hui, on est dans un temps politique. On va voir ce qui va se passer dans la petite loi, on va voir ce qui va ressortir du texte, on va voir comment il va être examiné au Sénat, et ensuite, évidemment, en fonction de la semaine qui va venir, des éléments, on décidera d'actions peut-être plus fortes et plus importantes. Je voudrais juste revenir sur les conséquences de cette baisse drastique des tarifs de la biologie courante. Vous dites que les mesures d'économie vont faire basculer la biologie médicale française dans un nouveau modèle, si je résume. Concrètement, ça va se traduire comment pour les patients et à quel terme est-ce que vous pensez que ça va être rapide s'il y a effectivement ces baisses très, très sérieuses? Alors, l'assurance maladie nous a répondu sur ce point en disant mais il n'y a rien à craindre puisque vous ouvrez des sites de façon plus importante qu'il y a 2-3 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de laboratoires se sont ouverts, avec des moyens d'ailleurs qui ont été utilisés pour la Covid, qui nous ont permis de moderniser. On a déjà vu les machines qui sont arrivées avec un certain nombre de possibilités de faire de la biologie moléculaire. On a aussi évidemment modernisé nos laboratoires, souvent refait aussi l'intérieur des laboratoires pour accueillir le public de meilleure manière. Mais je crois aujourd'hui qu'il y a effectivement un souci au niveau des zones sous-denses dans lesquelles il y a moins de prescripteurs, moins de professionnels de santé. Il y a aussi, vous l'avez vu, un certain nombre de pharmacies qui ont des problèmes. Eh bien, il se posera exactement les mêmes problèmes pour les sites de proximité. De toute façon, je pense que c'est ne pas échapper à des dépenses supplémentaires, parce qu'à partir du moment où on reçoit même ne serait-ce que 40 ou 50 patients par jour, ce sont quand même déjà des Français qui se déplacent.
demain, que feront-ils? Faudra-t-il qu'ils aillent voir leurs infirmiers, qui se déplacent dans les cabinets, ou alors de toute façon, il faudra faire du ramassage dans toutes ces sortes de structures. Donc je pense que l'un dans l'autre, personne n'y gagnera, ni l'assurance maladie, ni les biologistes, ni les professionnels de santé. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment un équilibre à trouver entre ce qui est demandé, ce que l'on peut faire, comment on peut y participer, et d'autre part, moderniser aussi notre nomenclature, parce que le vrai sujet qui se pose depuis 9 années, c'est évidemment les actes innovants, les nouveaux tests qui doivent rentrer à la nomenclature. Et ça, c'est un vrai souci puisqu'on est sans cesse dans une compression chiffre d'affaires sur volume et à la fois qui donne et qui aboutit en fait à la baisse de tarification des actes. Donc les difficultés majeures sont là, c'est comment on finance ces nouveaux actes et comment. Donc si c'est baissé de 200 millions d'euros pour que la biologie finance les nouveaux actes, même si l'assurance maladie de son côté dit on va mettre 50 millions d'euros sur la table pendant 3 ans, on voit bien que les nouveaux actes comme le DPNI, comme un certain nombre de dépistages peut-être demain de prévention, vont coûter de l'argent. Donc il faut effectivement qu'on mette tout à plat et qu'on puisse regarder comment on peut faire pour signer un nouvel accord sur 3 ans qui engage la responsabilité des professionnels de santé que nous sommes et aussi de l'assurance maladie. Sur un plan un peu plus politique, pensez-vous que M. Braun ait conscience de l'importance de disposer d'une biologie médicale de proximité pour mettre en place sa réforme de l'accès aux soins, qui est au cœur des débats du CNR Santé? Est-ce qu'il fait le lien entre l'offre de la biologie française, qui est quand même exceptionnelle en France par rapport aux autres pays européens, et puis sa démarche de proximité? Écoutez, on s'est battu depuis des années pour garder une biologie de proximité. Notre idée, effectivement, c'est que chaque Français puisse avoir une égalité des soins sur le territoire, une meilleure prise en charge au jour le jour. Vous savez que la France a ça d'exceptionnel, c'est que nous pouvons rendre quasiment 90% des diagnostics le soir même, et que si on découvre une maladie, une leucémie, quelque chose que vous avez, eh bien le circuit de prise en charge s'active tout à fait entre les établissements de soins privés, publics, dans lesquels nous pouvons prendre en charge les patients. Donc on voit bien qu'il y a un service rendu, il y a une plus-value de notre secteur sur la prise en charge, et c'est vrai qu'on pensait vraiment, sincèrement, d'avoir une ouverture en disant, bah voilà, pour une fois, on va avoir un ministre qui a une écoute sur la proximité, qui a une écoute sur la coordination, puisque nous nous voyons évidemment tout à fait dans des équipes de soins coordonnés avec le patient, dans lequel nous travaillons, et dans lequel nous avons un réel rôle. En plus, on était favorable, évidemment, à la prise en charge de proximité, à avoir à gérer une permanence des soins, à gérer les urgences pour éviter les hospitalisations qui n'ont pas lieu d'être, et puis surtout aussi avoir une vraie collaboration avec le système public dans lequel on éviterait, grâce au numérique, à avoir une redondance des actes, à faire 2 fois, 3 fois les examens. Et donc tout ça, ce sont des sources d'économie qu'il faut regarder globalement. Pour l'instant, on a l'impression qu'on revient en arrière. On est uniquement dans le viseur du système économique pour une diminution de la rentabilité de nos entreprises. C'est uniquement le prisme sur lequel on nous regarde. Et c'est vrai que je suis souvent étonné quand je pose cette première question à un certain nombre de hauts fonctionnaires. La question que je pose, c'est à quoi sert-on? Comment vous voyez le rôle du biologiste? Et comment vous le voyez surtout dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que vous pensez qu'on est aujourd'hui en efficience sur le terrain? Qu'est-ce que nous faisons pour rendre service? Et c'est vrai que souvent, cette question-là, ils n'ont pas les réponses suffisantes. En tout cas, ils ne voient pas. Je crois qu'il faut être hospitalisé ou arriver en urgence ou avoir besoin d'un laboratoire dans le fin fond de la Creuse pour arriver à comprendre à quoi on sert et de quelle manière on est efficace pour effectivement prendre en charge des patients. Une dernière question. Pour conclure cet entretien, on a compris que les marges peut-être de négociation, en tout cas, étaient étroites, ou en tout cas, il faudra un rapport de force important. Et dans ce cadre-là, pourquoi est-ce important que tous les biologistes se mobilisent aujourd'hui? Je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins. On a eu l'accréditation qui a mis un coup d'arrêt finalement à la petite entreprise de laboratoire, qui a été quand même un choc qu'il a fallu absorber. Je rappelle que le syndicat des biologistes a été vraiment très actif pour permettre de sauter l'étape des 50% d'accréditation, qu'on est allé à 70%, et puis qu'on a trouvé, on a proposé au gouvernement une solution relativement simple, efficace, pour permettre de passer la barrière des 100% d'accréditation. Alors c'est pas
tout beau, etc. Il y a certainement des difficultés par les uns et par les autres, mais en tout cas, le secteur privé a fait cet effort d'être accrédité sur les examens, de garantir une qualité des examens, garantir une reproductibilité, une sensibilité qui permet d'avoir des tests qui permettent, en tout cas, au médecin de poser son diagnostic et d'avoir une fiabilité qui lui permet de dire, bah voilà, je peux faire telle thérapeutique ou autre. Et donc, c'est là sur lequel on s'appuie. Alors maintenant, demain, le choc, évidemment, de cette baisse drastique nous pose question. Je ne sais pas dans quelle mesure on pourra avoir un aboutissement. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une rigidification du côté du gouvernement. Maintenant, nous, on était encore proactifs. On vient de déposer ce matin à l'assurance maladie un projet avec des propositions ensemble, signées par l'ensemble des syndicats, des réseaux et de l'Alliance de la biologie médicale. Donc tout le monde est d'accord, tout le monde est aligné sur ces propositions. Maintenant, il faut qu'on rentre évidemment dans le temps des négociations. Après, nous verrons bien de quelle manière on va travailler. Mais là, on est sur un dossier politique. Nous répondons aujourd'hui au gouvernement par cette mesure. Nous répondons demain peut-être si on ferme nos laboratoires toujours au gouvernement pour le fait qu'il ne veuille pas bouger sur ce dossier. Et par contre, après, on verra de quelle manière on peut entamer les négociations avec l'assurance maladie. Merci François, merci au docteur Nicolas Degan, merci à Biomérieux pour son soutien. Enfin, comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir l'émission, ainsi que les précédentes, sur la chaîne YouTube du SDB, et ce dès maintenant. Abonnez-vous, cela soutient la chaîne, et actionnez la cloche pour être averti de la diffusion des nouvelles vidéos. À très bientôt.